Le transfert, il ne s'est pas fait parce que j'avais trop fait la bringue l'été. C'est vrai? Donc, on va passer les détails. Ouais. Donc, quand j'arrive en visite médicale avec une attelle en train de boitiller comme ça, les mecs, ils commencent à paniquer. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Ma perception de José avant qu'il vienne, c'est ça passe ou ça casse. Vas-y, il m'avait tellement énervé, j'ai pris mes affaires, je passais devant le bus et je suis rentré chez moi. Le bus il est parti sans toi. Et j'ai l'impression, c'est moi, je suis parti sans le bus. Je suis parti, je suis rentré chez moi et après Incroyable. Et là, il me fait une cour. Même pour mettre avec ma femme, je crois que je n'avais pas été aussi loin. Salut tout le monde, on est de retour dans le call interview avec Dembaba, mais j'ai un problème avant ça, c'est que 70% des viewers de call interview ne sont pas abonnés à la chaîne et ça c'est un désastre. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous, abonnez-vous, soutenez le projet pour qu'on ait d'autres invités du niveau de Dembaba aujourd'hui. Demba, comment tu vas? Ça va, merci beaucoup. Et toi? Ça va. T'es où Demba? Parce qu'il y a du soleil, t'es beau, t'as le grand sourire, t'es où là? Le Sénégal m'appelle. Sénégal Calling. Bon. Et c'est la fin de cet appel. Bonne journée à tous. Je te jure. Ce soleil va se coucher là, laissez-moi tranquille. C'est un pays que j'aime énormément et que plus je passe du temps ici, plus j'aime encore. Donc là, j'ai arrêté. Plus je passe du temps au Sénégal, mieux je me fais. Alors, parle-moi un petit peu de ce transfert en Allemagne. Parce qu'on parle de la Bundesliga. Mais on ne parle pas de la Bundesliga d'aujourd'hui qui est hyper exposée avec notamment en France. Hein. Toi, comment tu décides de partir en Allemagne, surtout que tu ne parles pas en Bundesliga, tu pars dans un niveau inférieur. Comment ça se fait? Tout ça, c'est la faute de Ralf Rangnick. On est au mois de 2007, on est au mois de juillet-août 2007. Ouais. Et il arrive à Offenheim. Et là, il me fait une cour. Je peux te dire que même pour mettre avec ma femme, je crois que je n'avais pas été aussi loin. Il a une force de persuasion quand il veut un joueur. C'est qu'il lui transmet en fait toutes ces croyances qu'il a du joueur et là où il peut l'amener, eh ben, il les transmet au joueur. Et c'est ce qui s'est passé. Mon transfert, il aurait pu se faire peut-être plus tôt parce que pour l'anecdote, il s'appelle Christian, le recruteur de Ralph, qui vient me voir en août 2006. Et il était venu voir un autre joueur, il m'a raconté ça quelques années plus tard. Donc il regarde le joueur, rien de spécial, et puis tout à coup, il remarque un attaquant là, qui a l'air quand même assez virevoltant. Et donc, il prend ses notes, et puis Nantes. Incroyable. 86e minute, il descend des tribunes comme ça. Il s'apprête à partir. Et là, il entend un gros crack. Et il se retourne, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et bah, c'était moi, à quelques mètres de lui, je venais de me casser la jambe. Ok. Il m'a dit, wow. Une croix. Il a mis une croix. Et il appelle Ralph, et il dit, Ralph, j'ai trouvé un joueur exceptionnel. Et Ralph, il a dit, parfait, on va le faire. Il a dit, non. Il a dit, pourquoi? Et puis il dit, bah, il vient de se casser la jambe. Donc cette saison-là, je la passe quasiment blessée. Je reviens dans les 7 derniers matchs de la saison et je mets 7 buts, si je me trompe. Et à partir du moment où je suis revenu, il avait suivi toute la saison, voir si j'étais revenu sur les terrains. Quand il a vu que je suis revenu sur les terrains, il a commencé à revenir, à me regarder jouer. Il en a parlé à Ralph. Ralph est venu en pré-saison. Il a regardé un match, il m'a validé. Et c'est comme ça que le transfert s'est fait. Il est venu juste en Belgique. On a discuté autour d'un dîner pendant quelques heures. Et j'ai dit, c'est là-bas que je veux aller. L'adaptation au football allemand, est-ce qu'elle se fait naturellement ou pas? J'ai envie de te dire, elle ne s'est peut-être pas fait naturellement d'un point de vue statistique. Mais dans mes souvenirs, je me suis senti à l'aise très rapidement. Mm-hmm. En point de vue statistique, tu sais, sur les 6 premiers mois, je joue 12 matchs et je mets 2 buts. Tu vois. Ouais. Je mets 2 buts et dans la deuxième partie de saison, je te joue 15 matchs et si je ne me trompe pas, j'en mets 10. Donc, en termes de statistiques, on pourra dire que il s'est enfin adapté. Après, de ce que je me souviens, je n'ai pas vraiment de mauvais souvenirs en termes d'adaptation. Parce qu'encore une fois, ce que Ralph il a réussi à créer à cette époque-là à Offenheim, c'est que tout le monde devait travailler pour le bien-être du joueur. D'accord. Et il avait interdit une chose, c'était les interprètes et les traducteurs. Ça, c'est clé, ça? Pour le bien-être d'un joueur, pour l'épanouissement, c'est une clé? Pour l'adaptation, qui l'adaptation fait partie de l'épanouissement et du bien-être, pour moi, c'est une clé. Bah, c'est vrai que tu me dis dans les stats, on a l'impression que tu galères et qu'ensuite ça part. Moi, à travers les stats, c'est vrai que j'avais l'impression qu'en deuxième partie de saison, il y a un espèce de déclic. Toi, on dirait que tu ne l'as pas vécu comme ça. Mais en tout cas, il y a une évolution qui est certaine, c'est-à-dire qu'il y a 12 buts
en tout et pour tout sur la première saison, ce qui est pas mal. Hein. C'est pour une première adaptation, pour une année d'adaptation, c'est pas mal du tout. Et tu continues crescendo 14 l'année d'après, etc. Mais alors, si tu es si bien que vous avez réussi à monter, donc tu évolues maintenant en Bundesliga, que tu es avec un coach que tu apprécies, dans un club qui t'a mis dans les bonnes conditions, l'envie de bouger et de quitter ce cocon-là, elle vient parce que c'est la première ligue, parce que c'est le championnat que tu aimes tant? Bah, déjà, l'envie de bouger en première ligue, elle est arrivée après 3 ans et demi. Mais il y a eu un ou deux épisodes avant ça. Vas-y, dis-moi. En fait, j'ai besoin quand même de voir beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, je pense que ça fait partie de ma construction en tant qu'être humain, de pouvoir être confronté à plusieurs cultures et de ne jamais rester dans une zone de confort. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Le jour où je me retrouve dans une zone de confort, eh ben non, il va falloir que j'aille chercher une complication. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Donc, il y a eu un épisode en 2009 où j'ai failli signer à Stuttgart. Le transfert, il ne s'est pas fait parce que j'avais trop fait la bringue l'été. C'est vrai? Donc, on va passer les détails. Ouais. On va passer les détails. Et donc, je reviens d'une période à Las Vegas où je ne devais même pas y aller parce que je venais de me faire opérer et que je suis parti le soir même de l'opération avec les points de suture qui se sont ouverts le lendemain là-bas pendant que j'étais dans la piscine alors qu'on m'a interdit l'eau et tout. Ok. Et je reviens et Stuttgart, ils ont eu peur que j'ai une infection en fait parce qu'on m'avait ouvert et puis quand on m'a refermé, ça ne se refermait pas. Après 4 semaines, ça ne s'est pas refermé. Donc, quand j'arrive en visite médicale avec une attelle en train de boitiller comme ça, les mecs, ils commencent à paniquer. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout, lui? On a mis 15 millions sur le gars. Enfin, 15 millions en 2009. Hein. 15 millions en 2009, je ne sais pas combien aujourd'hui, tu vois, 15 ans. Ouais. Et donc, ils ont décidé de ne pas faire le transfert. Je reste à Offenheim. Et en fait, l'hiver où je décide de partir, en fait, il y a deux circonstances. D'abord, il y a un club anglais qui me veut pour de la vraie. Déjà, pour une fois, ça n'était jamais arrivé. Et deuxième des choses, Ralph, il démissionne. D'accord. Donc, déjà que je voulais y aller et que j'arrive au centre d'entraînement, je me dis, bon, je vais discuter avec Ralph, on va voir ce qu'il me conseille. Parce que quand je voulais aller à Stuttgart, ça s'est fait de la même manière. Ralph, il m'a appelé, il m'a dit, je veux que tu viennes me dire que tu as envie de partir et que ce ne soit pas ton agent qui fasse tout ça. Mon agent, il avait changé à l'époque. C'était une période de turbulence où j'étais avec un autre agent et ça ne s'était pas très bien passé. Bien que c'était une bonne personne. Donc, quand je reviens au mois de janvier, après les vacances de décembre 2010, le jour où je reviens à l'entraînement, on m'annonce que Ralph, il a démissionné. Alors, moi, surpris. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on m'a raconté ce qui s'est passé, j'aurais dit, bon, les mecs, déjà que j'étais en train d'hésiter, là, ciao, tu vois. Et je décide de partir. Alors, ça a été un transfert qui a été très compliqué parce que le directeur sportif d'Offenheim, à l'époque, il n'avait pas été très fair, j'ai envie de dire. Mais j'étais content. Ça s'est bien fait alors. Je suis resté sur l'épisode Stuttgart qui m'a choqué. Il mériterait une heure à lui tout seul. Non, mais tu sais, c'est la jeunesse. Tu sais, quand tu es jeune, tu ne veux pas écouter. Dis-moi rapidement, parce que le temps file à une vitesse. Le transfert, tu me dis, il est compliqué et toi, tu es dans une idée où tu veux partir. Mais est-ce que pour toi, parce que cette année-là, West Ham ne va pas bien, c'est quelle logique qui t'anime quand tu fais « je quitte un club de milieu de tableau, voire milieu de tableau plus de Bundesliga, pour un club qui est en grosse galère de maintien en première ligue ». C'est quoi? C'est l'idée de tremplin? C'est quoi? Il y a le rêve il y a l'objectif de la première ligue. Ouais. Et ce n'est pas rentrer en première ligue par n'importe quelle porte, c'est West Ham. Ouais. Malgré la position dans laquelle ils sont, c'est West Ham United. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui a motivé ma décision. J'en ai absolument rien à faire. Qu'il soit premier, qu'il soit dernier, quand je veux mettre les pieds en première ligue, je sais de quoi je suis capable. Donc, les gens, ils vont le voir. Si moi, j'arrive à le voir, je veux faire en sorte que les gens le voient. C'est ce qui s'est passé. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est un risque parce que là, on en parle, on connaît la suite, entre guillemets. On sait que ça roule pourtant en première ligue. Mais à l'instant T, c'est incroyable parce que encore une fois, c'est en cours de saison, c'est la première ligue. Donc, certes, c'est d'exposition, certes, il y a ton talent, mais il y a quand même le côté effectif pléthorique de qualité. Ce n'est pas parce que West Ham est dernier que c'est un effectif de pantin, c'est un effectif avec des noms. Donc, toi, tu as l'assurance que tu vas arriver là-bas et que tu vas réussir à faire le boulot et le taf nécessaire pour t'imposer et rebondir quoi qu'il arrive. Ouais, complètement. Ça, c'est la confiance que j'avais. En fait, même plus que la confiance que j'avais en moi,
c'était cette volonté de pouvoir me frotter à l'Angleterre et à la Première Ligue. Ça, c'était quelque chose, je ne pouvais pas laisser cette opportunité passer. Surtout une fois que Ralph Rangnick avait donné sa démission, je ne pouvais pas dire non, je ne peux pas le faire ou pas aux questions. Ok. West Ham descend. Toi, c'est 13 matchs, 12 de PL, 7 buts. Donc, on peut dire que tu as fait le taf, clairement. J'ai fait la moitié du taf, on va dire. Ouais, tu as fait ta partie, on va dire. Ouais, c'est un sport collectif. Donc, D'accord. J'ai fait la moitié du taf. D'accord. Et malheureusement, on n'a pas réussi à se maintenir. Ça, c'était le point noir. Est-ce que les conditions de départ, elles sont fixées quand tu arrives dans ce club, dans cette situation? Est-ce que les conditions de départ, elles sont fixées au moment où tu arrives? S'il y a descente, tu peux partir. En fait, les conditions, elles étaient claires depuis le début. Qu'est-ce qui se passe en janvier? Je crois qu'on était le 21 janvier 2011. Je loupe ma visite médicale à Stoke City, un vendredi. Tony Pulis, il avait proposé 12 millions et après, il a voulu faire baisser le prix du transfert par, oui, il a un genou qui est foireux. À ce moment-là, quand j'entends Tony Pulis qui commence à vouloir chercher des trucs, j'ai regardé l'agent, j'ai dit, vas-y, viens, on se casse. J'ai dit, on se casse. Ce qui m'a énervé, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'il avait promis de faire aucun communiqué avant la fin du week-end, qu'on prendrait une décision. Et le lendemain, vu que j'étais à Manchester, je me retrouve au Etihad Stadium et je me dis, bon, bah, allez, je vais aller regarder le match de Manchester City. Je vais regarder le match de Manchester City et puis là, je vois journal de l'équipe, Dembaba manque sa visite médicale. Je me dis, mince, il me reste 8 jours. Ça fait 3 semaines que je suis en Angleterre parce que je trouve que le directeur sportif d'Offenheim a été unfair. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne voulait pas entendre parler de West Ham. Quand le transfert à Stoke, il a capoté, on rappelle le West Ham, et West Ham, ils disent OK, on l'opte. Par contre, ils avaient vu la nouvelle dans les journaux, donc je vais faire ma visite médicale, blablabla, ils commencent à parler. Et puis là, je vois le club, il commence à me mettre une clause. Si son nid, il pète, on casse son contrat. De la part d'un club, je me dis, c'est pas éthique, tu vois. Non. Après, je dis, écoutez, il n'y a pas de problème. Tu vois, moi, j'ai confiance en moi de une. Et de deux, je sais que mon genou, il n'a pas de problème. Tu vois, j'avais un peu de liquide sur la surface en dessous de la peau, mais mon genou en lui-même, la fonctionnalité du genou, il n'y avait pas de problème. Ouais. Je leur dis, OK, mais par contre, en retour, si le club descend vu la position, je suis libre. Mon genou, il n'a pas pété, et puis le club est descendu. D'accord. C'est la réalité du football. OK. Bon, le club descend. Toi, tu es libre de partir. Le choix Newcastle, il se fait comment? Il y a d'autres possibilités? Il y a d'autres options à ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Quand l'option Newcastle allait arriver, j'ai dit Newcastle. Ah, tu n'as pas cherché? Déjà, j'étais en première ligue. Ouais. Le club, il est descendu. Il y a un autre club de première ligue qui vient me chercher. Alors là, je me dis, c'est Newcastle United. C'est St. James Park. C'est le stade, tu sors du tunnel et puis tu as une tribune immense sur ton dos. Je me dis non, je ne peux pas louper cette opportunité-là. Le contrat, il vient. Je regarde le contrat et je suis énervé. Je suis énervé. Je me dis, mais là, ils ne peuvent pas me faire ça. Tony Pulis, il m'a fait ça avec Stoke. West Ham, ils me font ça. Maintenant, Newcastle. Mais je me suis dit, bah écoute, les mêmes procédures que j'ai utilisées pour venir à West Ham, j'ai dit, bah allez, on va faire la même chose alors. Et c'est ce qui s'est passé. On ne va pas se mentir, aux yeux du public français, c'est là que tu pètes. Et je pense aux yeux du grand public, c'est là que tu pètes. Est-ce que toi, tu sens quand tu arrives que il y a une odeur de Dembaba, il va se régaler, tu vois? En fait, j'étais fait pour le championnat anglais. Ouais. J'étais fait même pour l'Angleterre. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Pour te dire, je suis même en train de réfléchir, est-ce que je ne devrais pas m'installer là-bas aussi. C'est un pays que j'aime beaucoup. La culture, elle me parle assez quand même. Et c'est un pays où il y a beaucoup plus de liberté que là où je vis. Déjà, rien que quand j'arrive dans le pays, je me sens bien. Tu vois, Offenheim, à la fin, ça commence à être pesant parce que les mises au vert, ce n'est pas mon truc. Tu vois, je perds tout l'influx nerveux d'un match quand tu me mets en mise au vert. Ça, avec moi, c'est radical. Ouais. Donc, il faut absolument que je dorme à la maison pour pouvoir me sentir bien. Et arriver quelques heures avant le match, ça, j'en ai besoin. Parce que me concentrer trop tôt dans le match, mon type de personnalité, il ne l'accepte pas. Ouais. La deuxième des choses, c'est qu'en Allemagne, on avait beaucoup d'entraînement. On était jeunes, donc on pouvait encaisser tout ça. Mais ça laissait très peu de place à ce que je vais appeler l'entraînement créatif. C'est-à-dire l'entraînement individuel dans lequel tu vas pouvoir, toi, te mettre en situation ou dans les choses
que tu préfères ou dans les lacunes. D'accord. Et en Angleterre, avec leurs 3 entraînements et demi par semaine, pour moi, c'était parfait. Ouais. Sauf qu'au début, je suis un peu tombé dans le piège. Quand ils me mettaient des jours libres tous les 2 jours, je ne m'entraînais pas. Donc, j'ai commencé à couler physiquement. Ouais. Bon, forcément, je suis obligé d'en parler. Il y avait une association tout le monde en parlait. Là, tu vois, il y a eu le record. Moi, je suis fan de Tottenham. Il y a eu le record de Heung-min Son et Harry Kane qui vient d'être établi là. Comme quoi, c'est le duo le plus prolifique de Première Ligue. Et forcément, j'ai eu une pensée pour vous, tu vois, pour toi et Papi Cissé. Forcément. Cette entente-là, c'est la plus marquante de ta carrière. Il n'y a pas de comparaison. Non. Il y en avait au-dessus. une autre qui était beaucoup plus grande. Il Ah ouais y en avait une autre qui, l'entente que j'avais sur le terrain avec Yohan Cabaye, c'était exceptionnel. Ah ouais Alors, on le voit beaucoup moins parce qu'il ne marque pas de but, mais je peux te dire que dans la communication non verbale avec Yohan, c'était quelque chose d'exceptionnel. Sans se regarder, sans se parler, et des fois, on n'avait même pas besoin de se regarder, pardon. Il savait quand j'allais déclencher le mouvement, où est-ce que j'allais déclencher le mouvement. Quand il recevait le ballon, je savais comment bouger, je savais comment me déplacer pour être disponible. Franchement, ça a été un des meilleurs milieux de terrain avec qui j'ai joué. Pourtant, tu as eu du monde. Hein. Tu es passé à Chelsea quand même, il y avait du. C'était Ah pas ouais, non, mais dégueulasse que tu avais derrière toi. non, c'était pas dégueulasse du tout. Mais en termes de numéro 6, devant la défense et qui peut distiller les ballons, il va au charbon. Ouais. Et en plus d'aller au charbon, le gars, il s'est distribué les ballons, quoi. Que ce soit en passe courte, que ce soit en passe longue. Ouais. Il s'est tiré les coups de pied arrêtés exceptionnellement. C'était vraiment, vraiment un très bon joueur. Sous-côté, il était sous-côté ou pas? Je pense qu'il était, sous-côté de 1. Et de 2, je pense que peut-être que le choix de club… Alors, c'est une pensée personnelle, tu Ouais, bien vois. sûr. J'en ai d'ailleurs jamais parlé avec lui, d'ailleurs. Mais je pense que le choix du PSG était peut-être pas le meilleur pour son profil. Il y avait Arsenal notamment qui le voulait beaucoup à l'époque, tu te rappelles? On parlait beaucoup de lui là-bas. Ouais, ça, je sais pas, mais je sais que… Et en plus, la Première Ligue, c'était chez lui, quoi. Il se sentait bien. Après, il a fait un choix qui… Attends, tu ne le refuses pas. Hein. Non, bien sûr que non. Non, mais il me semble qu'on parlait beaucoup de lui à Arsenal. Et je suis très content qu'il n'ait pas été là-bas en tant que fan des Spurs. Mais il me semble que ouais, il y avait pas mal d'insistance de ce côté-là, que ça ne s'est pas fait pendant 1 ou 2 étés. Et que finalement, c'est le PSG. Mais encore une fois, on ne peut pas le blâmer d'avoir signé au PSG. Bon, Clairement. malgré ça, et ça, c'est un petit secret en plus que tu me donnes que je n'avais pas vu venir. Mais avec Papi Cissé, il y a quand même cette alchimie qui marche et ce duo prolifique. Est-ce que quand vous avancez dans la saison, à chaque fois que je te parle de Papi Cissé, j'ai son but contre Chelsea, ça frappe de loin là, dans l'angle, c'est incroyable. Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il y a un truc qui fait que ça anime un peu les discussions quand on s'entend bien avec un joueur comme ça, est-ce qu'on va faire ci, est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on va atteindre tel niveau ou pas du tout? Non, pas vraiment. Tu sais, Papi et moi, on se respecte beaucoup, on s'apprécie. On n'est pas les meilleurs amis du monde, tu vois. Ouais. Quand on était sur le terrain, je pense qu'il y avait de la complémentarité. Bien sûr, il a fallu en sacrifier un. À un moment donné, le coach m'a sacrifié moi. Les raisons, je pense que c'est parce que peut-être en termes de qualité de jeu, dans la construction et tout ça, j'allais servir plus à l'équipe que si Papi s'il faisait ce travail-là. Et peut-être que dans le travail de finition, le coach a jugé qu'il allait être meilleur ou préférable que Papi soit devant. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, c'est clair qu'en termes de construction de jeu et pour l'équilibre de l'équipe, pour le coach, ce que j'arrive à comprendre, à la fin, quand tu es attaquant, tu n'es pas content. Donc, le coach, il a fallu qu'à un moment donné, il en sacrifie un. Et puis, ça a été moi qui a joué plus sur le côté. Tu vois. Ça fait partie des conditions qui font, même s'il y a le prestige de Chelsea et l'étape, le step-up de fou, mais est-ce que ça fait partie des raisons qui expliquent tes envies de départ ou pas? Non. Non? Non, pas vraiment, non. Je me sentais bien à Newcastle. Ma famille, elle était bien. Vraiment, non, pas du tout. Même, c'est même pas vraiment, c'est pas du tout. Je vais à Chelsea parce que c'est la Champions League, c'est le haut du tableau, c'est jouer pour gagner tous les matchs et pour gagner tous les titres, tu vois. Cette exigence. Ouais. Comment ça se fait l'approche là-bas? Tu m'as parlé, tu vois, de l'approche pour Offenheim avec un coach qui a su te toucher humainement parlant par son discours et par son approche. Est-ce qu'à Chelsea, tu vois la même chose, cette même envie de te faire signer, cette même proximité ou pas? Il y a l'envie de me faire signer, oui. La proximité est différente, complètement, même de Ralph. De toute façon, la proximité que j'ai eue avec Ralph, je l'ai eue avec personne. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en contact constant avec Ralph et beaucoup moins avec les autres. Mais Chelsea, c'est un club qui est très pragmatique. Tu vois.
On est là pour gagner, on n'est pas là pour se faire des amis. On est là pour gagner des matchs de foot, on est là pour gagner des titres. Ouais. Alors, j'arrive à rentrer dans un cadre comme celui-là, tant que j'y vois quand même une certaine osmose autour de moi. Et je l'ai vu au début quand je suis arrivé. Le vestiaire, il a été très, très accueillant. Il y a eu John Terry qui m'a accueilli le premier. Il était très content que je sois là. On avait parlé plusieurs fois sur le terrain, bien sûr, avant mon arrivée. Et il m'avait toujours dit qu'il serait très heureux si je pouvais les rejoindre un jour. Et puis, dans le vestiaire, je me retrouve assis entre Eden et entre Aspi. Donc, deux gars qui parlent français et deux gars qui sont au bon délire. Donc, franchement, ça s'est super bien passé. Tu vois. D'accord. À Chelsea, on parle d'une marche supérieure quand même en termes d'exigence, tu l'as dit, il y a un club très pragmatique. L'adaptation, elle se fait facilement ou pas? Assez facilement. C'est la seule chose qui a changé, c'est que surtout sur les 6 premiers mois, je joue plus qu'un match sur deux. Alors que depuis le premier jour où j'ai signé un contrat de football, j'ai joué tous les matchs dans tous les clubs où je suis passé. Est-ce qu'on te parle par rapport à ça? Parce qu'il y a la concurrence qui est normale et tu fais un step-up, donc tu arrives à Chelsea, on te promet pas un poste de titulaire, mais on te prépare par rapport à ça. Quand tu signes, on te dit que tu ne joueras pas forcément tous les matchs? Non, pas vraiment. Mais tu vois, j'arrive, moi, et il y avait Fernando, c'était le seul attaquant d'ailleurs, Torres, et le coach, c'était Benitez. Donc je me dis, bon, Torres, Benitez, ils ont quand même des antécédents qui sont plutôt pas mal ensemble, si je ne me trompe pas, à Liverpool. Ouais. Et je me dis, bon, allez, ça va peut-être être galère. Mais bon, chez Chelsea, il faut que je le tente. Je dois le tenter, tu vois. Et j'y crois. Et donc, quand j'arrive, Fernando, il avait joué une demi-saison quasiment, où il avait joué quasiment tous les matchs, tu vois. Et il commençait à être fatigué. Et puis là, il y a l'Europa League qui arrive. Les 16e, les 8e, les quarts. Donc, le coach me dit, écoute, on va alterner. Et donc, on a joué un match quasiment jusqu'à la fin de cette saison. La relation avec lui, elle est normale, elle est saine avec Fernando. Exceptionnel. C'est vrai? Oh, il est un mec exceptionnel, Fernando. Tellement gentil. Parce qu'on n'en entend Travailleur, jamais parler. exceptionnel. Travailleur, gentil, sain. J'ai beaucoup aimé ce gars. D'accord. Après Rafa Benitez, il y a un autre monsieur que tu connais et qui est assez connu dans le monde du foot. Le rapport entre les deux, comment tu vis l'adaptation, le changement entre ces deux coachs-là, entre Benitez, la méthode Mourinho, qu'on sait qui est très différente de n'importe quel autre coach. Comment est-ce que toi, tu vis ça? Parce que il fait partie je crois que c'est le coach avec la plus grosse renommée que tu as pu avoir aujourd'hui. Ouais. Comment tu vis ça, le rapport au top, 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 top comme ça? Je me dis en fait, ça passe ou ça casse. Avec ma perception de José avant qu'il vienne, c'est ça passe ou ça casse. Alors, l'été où il est arrivé, j'ai une de mes sœurs qui a rendu l'âme et il m'envoie un message le lendemain ou le jour même. Tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, il fait preuve d'empathie. Tu vois. Peut-être qu'il fait preuve d'empathie dans sa vie privée, peut-être que ça sera la même chose dans sa vie professionnelle. Ouais. Même si je pense qu'en tant que coach, quand tu arrives dans un club et qu'il y a un événement comme ça tragique qui se passe, c'est la moindre des choses, tu vois. Mais il l'a fait. Il a appelé, et puis je n'ai pas décroché, il m'a envoyé un message. On s'est vu à la reprise. Et pour avoir suivi sa carrière, parce que c'est un coach que j'aime beaucoup. Enfin, un coach, un manager que j'aime beaucoup. Surtout dans les premières années de sa carrière, je le trouvais exceptionnel. Tu vois, le personnage, pour moi, il était fascinant. Tu vois. Et donc, il arrive et la pré-saison, ça se passe plutôt bien. Tu vois, ça va, rien de particulier. Et premier match de championnat, je suis sur le banc, je ne joue pas. Deuxième match de championnat, si je ne me trompe pas, je suis titulaire, je sors au bout de 60 minutes, tu vois. Et puis là, il décide qu'il ne veut plus de moi. Donc, je me dis, bon, c'est le football, hein, ça arrive. Hein. Et là, j'ai failli signer Arsenal, sauf qu'il a bloqué le deal. Et quand il bloque le deal, je me dis, purée, quand même, il abuse, tu vois. Ouais. Il ne veut pas me faire jouer. Et en plus, il ne veut pas que j'aille jouer ailleurs, à part là où il a décidé. Bref, c'était ma théorie. Tu vois. Écoute, on va se battre, tu vois. Donc, je me bats quasiment toute la saison. À un moment donné, je commence à péter les plombs parce qu'il ne me fait pas jouer. Et moi, je trouve ça unfair. Tu vois, je trouve ça injuste. Ouais. Après, tous les joueurs, ils trouvent de l'injustice. Les joueurs qui ne jouent pas te trouveront de l'injustice partout. Bien sûr. Moi inclus. Donc, je trouve ça injuste, tu vois. Et à un moment donné, je commence à péter un câble et j'ai envie de me battre avec lui. Tu vois. Et j'ai cherché une solution pour pouvoir provoquer quelque chose. Et à un moment donné, je me suis embrouillé, je m'en souviens encore. On allait en match à West Brom.
Et je me suis embrouillé juste avant le départ. Et vas-y, il m'avait tellement énervé. J'ai pris mes affaires. Je passais devant le bus et je suis rentré chez moi. Je ne suis même pas parti. Le bus, il est parti sans toi. Toi, t'as Et dit j'ai non au début. l'impression, c'est moi, je suis parti sans le bus. Je suis parti, je suis rentré chez moi et après, C'est le, incroyable. le bus, il part en déplacement. Et en fait, j'avais pété un câble à ce moment-là. Et je sais pas, depuis ce jour-là, j'ai senti que José, il commence à me regarder, il commence à me parler. Et tu vois, j'ai l'impression que c'était le type de manager où il se dit, j'ai l'impression qu'il a envie de tester les gens et qu'il a envie de les pousser dans leur retranchement, voir comment ils vont réagir s'ils ont le courage de je sais pas quoi, tu vois. Mais moi, ce jour-là, mon courage, ça a été d'aller le voir et de commencer à essayer. En fait, j'ai cherché un truc pour provoquer une bagarre, tu vois. Ouais, ouais. Une bagarre, un truc de merde. Et après, ce jour-là, j'ai dit, bah, vas-y. Il m'a dit, on doit y aller. J'ai dit, je vais nulle part. Et puis, j'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi. Incroyable. Et après, j'ai commencé à jouer quelques matchs, j'ai commencé à marquer quelques buts. Je le voyais même dans les regards. Et puis, José lui-même, à un moment donné, il m'a dit, il m'a attrapé avant la demi-finale contre l'Atlético, tu vois, le match retour. Et il m'a dit, je sais que tu n'as pas passé une saison facile, c'était pas facile et tout. Je t'ai pas donné énormément. Mais si tu pouvais rester l'année prochaine, tu vois, j'aimerais bien, tu vois. Et j'ai décidé de partir. D'ailleurs, c'est un des seuls regrets que j'ai dans le football. C'est la seule fois où j'aurais peut-être dû le croire, la seule fois où j'aurais peut-être dû le croire, j'aurais dû suivre sa parole. Et après, je lui en ai voulu pendant, pendant un petit moment parce que je me suis dit, tu vois, c'est un entraîneur qui va pouvoir, et surtout mentalement, c'est un entraîneur qui va pouvoir me faire passer un cap. Parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé en termes de psychologie, c'est que quand tu arrives et quand tu fais le chemin, que tu prends le chemin que moi j'ai pris pour être professionnel, la chose qui se passe, c'est quoi? C'est que par moment, tu te poses la question, est-ce que je suis légitime en fait? Ouais. Alors, cette question-là, elle n'est pas anodine. Je pense qu'on te l'a fait ressentir, que ce soit dans les négociations de contrat, que ce soit les supporters, parce que je n'ai pas fait des centres de formation comme les autres, que si tu passes par la porte de derrière, bah, c'est un peu comme le voleur, tu vois. Et puis, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, José, c'est quand même quelqu'un, quand je regarde ce qu'il a réussi à faire avec Didier Drogba, je pense que sans José, peut-être que Didier il a une carrière qui est différente. Maintenant, on peut pas dire si, on ne peut pas dire sans. Bien Ça sûr. s'est passé comme ça. Il a réussi à développer son potentiel incroyablement bien. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il va réussir à me faire passer ce cap psychologique. Ou alors, peu importe, en tout cas, inconsciemment, je me suis dit, il va me faire réussir à passer un cap. Et d'ailleurs, tu sais, en parlant avec toi, c'est là que ça vient dans ma tête. C'est que je pense que le fait que je lui en ai voulu, c'est parce que je sais qu'il aurait pu m'aider à passer un cap. Ouais. Et que ça n'a pas été fait. Ouais. Alors, j'en ai voulu pendant un petit moment. Puis après, j'ai commencé à relativiser. J'ai commencé à le regarder d'un autre œil. Et je trouve que c'est un génie, tu vois. Difficile de dire non à ça. Il y en a beaucoup qui le critiquent, il y en a qui parlent du fait qu'il soit sur le déclin, plein de choses, mais c'est un génie du foot. Ça ne change rien. On a critiqué des mecs comme Ronaldo quand ils étaient sur le déclin. Je parle de Ronaldo. Ouais. On l'a critiqué quand il était sur le déclin, mais ça ne change rien. Ça change rien ce qu'il a apporté, ce qu'il a fait dans le monde du football. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Rapidement, parce que là, tu me dis que toi, c'est cette relation-là, ce moment où ça a pété, qui fait que tu as gagné, entre guillemets, le respect un peu et la considération de José. Il faudrait lui demander. Hein. Bien Ça, sûr. c'est juste mon impression. Bah, je vais la voir tout à l'heure au téléphone. Je vais l'appeler sans problème. T'inquiète pas, on va vérifier ça. Vas-y, bah, tu le salames de ma part. Mais bon, pour beaucoup, ce respect-là, tu l'as gagné contre le Paris Saint-Germain avec ce but, ce fameux but qui a fait tant de mal au club, tant de mal aux supporters et tant de bien à Chelsea. Mais pour eux, c'était à ce moment-là. Donc toi, on va juste ouvrir cette petite parenthèse parce que tu as un statut un peu particulier. Tu es un enfant de Paris, tu es fan du Paris Saint-Germain, tu as le Paris Saint-Germain dans le cœur. Cet instant-là, précisément, tu en as déjà parlé, mais tu ressens quoi, toi? Est-ce que l'esprit collectif de ton équipe à laquelle tu appartiens prévaut sur tout le contexte et tout ce qu'il y a autour? Bien sûr, 100%. Tu vois, moi, j'ai toujours dit, le fait que j'ai signé professionnel, ça a été mon premier trophée, parce que ce n'était pas gagné. Hein. Mon deuxième trophée, il est arrivé 8-9 mois après, quand j'arrive à me remettre d'une blessure qui aurait pu finir ma carrière. Tu vois. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, elles resteront. Pour te dire que marquer ce but contre le Paris Saint-Germain, pour un gamin qui vient d'un background comme le mien, pouvoir qualifier son équipe qui est Chelsea, qui n'est pas n'importe laquelle, pour une demi-finale de Ligue des Champions,
Mmh. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est exceptionnel. Alors, ce n'est pas un trophée en soi, mais pour moi, c'est une réussite en soi. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, oui, le plaisir de qualifier son équipe et de se qualifier pour une demi-finale de Ligue des Champions prévaut sur tout ce que j'ai pu, sur tout ce que je ressens par rapport à ce club. L'avant-dernier sujet que je vais aborder avec toi, on va essayer de le faire rapidement parce que je ne sais pas si c'est possible. Mais pour gagner du temps, le PSG est encore impliqué, mais cette fois, c'est sur cet épisode de racisme entre le Paris Saint-Germain et Başakşehir. Tu es un des acteurs majeurs de ce fait-là. Et il y a plusieurs choses que je voudrais aborder avec toi. Tu en as déjà parlé plein de fois. Donc, le contexte, les faits, on ne va pas revenir dessus, on les connaît tous par cœur. Moi, ce que je veux savoir surtout, c'est ta lecture des événements sur 2 points. Le premier, dans les critiques qu'il y a pu avoir, parce qu'il y en aura toujours, dans les critiques que j'ai pu entendre et lire autour de tout ça, notamment sur Twitter ou autre, c'est qu'en fait, l'événement, il est mineur. Attention, je me protège, ce n'est pas du tout ce que je pense, je relais ce que j'ai lu. Que l'événement en soi est mineur parce que la personne, et d'ailleurs on a pu t'entendre le dire, n'est pas forcément raciste, c'est-à-dire que c'est une attitude que tu dénonces, mais qu'en gros le fait est mineur et que les joueurs présents par rapport aux tensions qui montaient autour du racisme dans le football ont saisi cet instant pour faire passer un message qui était disproportionné par rapport à l'importance des faits qui étaient reprochés. Est-ce que toi, tu as eu vent de cette critique-là et qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça? Moi, j'aimerais juste, et comme tu as dit, on en a parlé maintes et maintes fois. Ouais. Qui va dire que les faits sont mineurs? En général, c'est ceux qui ne sont pas touchés par les faits. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Mais j'aimerais juste qu'on le transpose à quelque chose qui serait beaucoup plus choquant. On avait D'ailleurs, il y en avait deux qui criaient dans les tribunes. C'était un Africain, Webo, qu'on connaît tous, et il y avait un de nos kinés qui est thaïlandais. D'accord. C'était un de nos kinés, il est thaïlandais. Et tous les deux dans les tribunes, ils criaient parce que on subissait quand même certaines injustices au niveau de l'arbitrage. C'est incroyable, tu vois. Et bref, si l'arbitre, à ce moment-là, il avait décidé de choisir le Thaïlandais, qui était dans les tribunes, et il avait dit hey, le jaune, toi, viens ici. Est-ce que ça aurait choqué les gens? Tu crois que non? Moi, je crois que ça aurait choqué les gens, grave. Ah, on est d'accord. Tu ne vas pas l'appeler le jaune. Maintenant, moi, je pense que ça aurait choqué les gens. Et je pense que ça aurait choqué les gens parce que c'est une appellation que l'on utilise jamais parce qu'elle est tellement discriminatoire que ça ferait soulever des masses. Mais par contre, quand il s'agit de nous autres, vu qu'on l'entend et que ça, c'est dans l'inconscient des gens, c'est pas grave. Maintenant, moi, je te pose une question et toi, tu la poseras à tes auditeurs. Si un jour, il y a un arbitre sur un terrain de foot, tiens, tu me parlais de Son tout à l'heure, de Tottenham, s'il y a un arbitre sur un terrain de foot, il dit hey, le jaune, viens ici. Ou alors, il dit hey, le quatrième arbitre, il dit il faut mettre un carton au jaune. Ouais. Essayons de transposer cette situation-là sur quelqu'un d'autre et de voir si ça choquerait les gens. Maintenant, si ça choque pour un Asiate, qu'on l'appelle le jaune, pourquoi ça ne devrait pas choquer si on appelle un Africain subsaharien ou alors toute personne qui a, à la fin, c'est un peu plus de mélanine que les autres. J'en ai un peu plus que toi, je crois, de la manière dont je vois l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu ouais. demanderas à tes auditeurs ou followers, je ne sais pas comment on les appelle à l'heure d'aujourd'hui, mais Ouais. tu leur demanderas si appeler un Asiate jaune, c'est choquant, pourquoi le fait d'appeler un noir noir, c'est pas choquant? Ok. Et pardon, tout est contexte. Donc, dans le contexte d'un match de football qui est télévisé, d'accord, et qui est regardé par des millions de téléspectateurs. On n'est pas dans notre salon en train de rigoler, tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'accord. Bon, c'est bien, tu as répondu à ma deuxième question qui était ce que tu reprochais concrètement. Mais donc, c'est bon, il y a tout qui est très clair. Bon, l'autre thème, avant qu'on passe très rapidement à la rubrique, c'est en gros, il y a le cas Kurt Zouma. Ça a fait beaucoup parler aussi, dans tous les sens. Tout le monde a voulu y mettre, alors,
Est-ce que c'est par des convictions? Est-ce que c'est un effet de hype? Est-ce que c'est tout le monde qui a voulu un peu surfer sur le truc? Mais on est arrivé dans des proportions où les faits, c'est les faits. C'est que le sélectionneur a même parlé de sanctions et de ne pas faire appel à Kurt pour les prochains rassemblements. Il y a eu une amende. On a parlé de… certains ont réclamé est-ce qu'il ne porte plus jamais le maillot d'aucun club de foot. Bref, on a entendu plein de choses, plein de choses. Évidemment, c'est grave. Évidemment, c'est un comportement qui n'est pas approprié. On condamne évidemment toute maltraitance aux animaux. Mais toi, sur la façon dont c'est géré, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu ressens? Sur la manière dont quoi, je dirais. Les Et réactions par- derrière, la façon dont il est un petit peu posé sur la place publique et qu'on lui balance tous les tomates, des cailloux, peu importe ce qu'on décide de jeter, comment tu vois ça? Bah, déjà, la première des choses, et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils vont donner leur avis, et c'est pas par conviction, mais tout simplement parce que on va les entendre. C'est-à-dire que ça leur donne un certain pouvoir. Alors que la cause, elle ne les touche pas forcément. Moi, je ne suis pas touché par toutes les causes, naturellement. Culturellement, bah, tu vas dans certains pays, les chiens ce sont des animaux de compagnie, et puis on les aime, et puis on les traite comme si c'était nos propres enfants. Tu vas dans d'autres, on les mange. Ouais. Est-ce qu'on va aller jusqu'à critiquer la croyance et les cultures des uns et des autres? On a nos propres idées de ce que les gens se font, de ce que les gens font, pardon, mais on ne va pas aller les critiquer, et puis on va même pas aller leur dire ce qu'on pense, parce que bah, ils agissent comme ça. Je pense du bien ou je pense pas du bien, mais je vais le garder pour les gens, certaines personnes, pardon, je dirais plutôt, c'est juste le hype, comme tu dis. Un mec qui va se filmer, et puis après, les mises en scène, ça, c'est encore pire. Ça, tu vois, c'est pompon sur la Garonne. Ça. Les mises en scène, c'est les mecs qui se filment avec leurs trophées, les mecs qui filment en plusieurs langues, et ils font ceci, ils font cela. Il y en a, ils parlent parce que c'est des footballeurs et parce qu'ils savent très bien que le football est tellement populaire bah, qu'on va les entendre parler, et puis bah, ça va les ramener à la vie. Tu vois, ça va les ramener à la vie. Ah, tiens, telle personne, elle existe. Ah, c'est qui? Tiens, je vais essayer de voir. Et puis, ils essayent de surfer sur la vague. Parce que si vraiment… Et moi, tu vois, je me suis posé cette question. J'ai eu dans ma vie 5 chats, peut-être à la maison. 5 ou 6, des chats. Donc, sur les 4 premiers, on les fait castrer. Tu vois, je suis en train de me poser la question vraiment, est-ce que c'est humain de faire ça? Dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est humain de faire ça sur les 2 derniers chats? Parce que si on est là pour la cause animale et il faut les traiter comme les êtres humains, est-ce qu'on va aller castrer un être humain à sa naissance parce qu'on sait qu'il va avoir des envies qui sont naturelles? Après, on peut pousser sur beaucoup de choses, sur le fait de en anglais, ils disent training for dogs. Tu vois, quand tu vas les éduquer Ouais, là, ouais, ouais. au début, bah, il y en a, ils sont frappés. Est-ce que maintenant, il faut savoir une chose, c'est que son comportement, mais il est horrible. Tu vois ce que je veux dire? Ça soulève énormément de questions. Ça soulève aussi la question aujourd'hui de l'utilisation des jeunes des réseaux sociaux et de l'ouverture de leur vie privée au monde entier. Parce que ça soulève beaucoup de questions. Il y a énormément de choses. Maintenant, sur le fait, et je reviens au début parce que je suis en train de partir loin, sur le fait que Kurt se fasse lyncher comme il s'est fait lyncher, au bout d'un moment, tu te dis, lui, c'est devenu un bouc émissaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va prendre le mec et puis on va essayer de faire un exemple du mec et puis ça s'arrête là. Moi, ce qui m'énerve par-dessus tout, et là, tu vois, je parle même avec émotion parce que c'est un sujet quand même, c'est les gens qui vont utiliser Ouais. des événements comme celui-là, alors qu'ils ne sont même pas touchés par ces événements-là, ils ne sont même pas touchés par la cause, mais juste pour le hype, ça, tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et après, il y a les vrais défenseurs des animaux, c'est ceux-là que moi j'ai envie d'entendre. Donc, si on reste sur ce sujet-là, bien sûr, il a fait une très grosse connerie et il s'est excusé. Donc justement, tu me parles de l'éducation et de l'encadrement un petit peu, et c'est important. Est-ce que tu peux me parler de comment ça démarre pour toi, le niveau de vie, le cadre familial, le niveau social un petit peu, dans lequel toi tu vis avant d'arriver dans le football? On peut appeler ça de la précarité, j'ai envie de dire. Après, moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti parce que quand tu es petit, c'est ta norme en fait. Donc, pour toi, tu ne te dis pas, ah ouais, mais je vis dans la précarité. Tu te dis, bah non, bah, en fait, tout le monde vit comme ça. Il y a des moments où bah, mes parents et ma mère en particulier, elle a galéré pour mettre
la nourriture sur la table, mais j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Et je la remercie grandement, ainsi que mon papa. Je suis né en France, en région parisienne, à Sèvres. Ensuite, j'ai grandi une bonne partie de mon adolescence au Havre. Et puis, à partir de l'adolescence, fin d'adolescence, milieu d'adolescence, je suis reparti avec ma maman à Paris, dans un logement social où ma maman habite dans le salon. Et puis moi, avec mes frères et sœurs, on est peut-être à 5, 6 dans une chambre, tu vois. Donc, c'est un peu la galère. Et puis après, on bouge d'appartement en appartement. Et puis, on a même partagé les appartements avec d'autres dames qui vivaient là, qui étaient des logements sociaux. Et puis, j'ai commencé à jouer au football. Enfin, j'ai continué à jouer au football. Et j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Alex. Il a été mon agent pendant toute ma carrière. Et c'est lui qui m'a fait croire que j'avais une grande carrière professionnelle. Il a vraiment cru en moi. Et il m'a transmis cette croyance qu'il avait. Je l'en remercie grandement. Je lui en serai reconnaissant à vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller de droite à gauche, à aller faire des essais dans des clubs, jusqu'à ce que je sois repéré par le FCR à Rouen. Et là où j'ai passé une saison en CFA avant de signer professionnel en Belgique. Mais comment est-ce que ta mère, notamment, elle arrive à assumer le fait que tu joues au football? Parce qu'on le dit, le football, c'est quand même, ça représente des frais, ça représente de l'argent, une licence, un équipement. Il y a aussi une régularité dans la présence à l'entraînement, ce genre de choses. C'est un engagement quand même conséquent. Surtout pour une mère qui, tu m'arrêtes si je me trompe, mais apparemment vit seule avec les enfants. Dans un environnement, comme tu dis, un niveau de vie avec la précarité qui est importante. Comment vous arrivez à assumer ça? J'ai envie de dire, elle a sans doute eu un niveau de sacrifice comme on n'en voit que très rarement. J'ai envie de dire, c'est peut-être la principale raison et puis une force parce que pour pouvoir vivre comme on a vécu et ne rien laisser transparaître à ses enfants, et il y en avait beaucoup quand même, c'est quand même une force incroyable. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, nous, quand on était petits, on n'a pas remarqué ça. Après, j'ai eu un ou deux grands frères qui ont fait certaines choses qui, bon, on n'en est pas fiers, mais d'un côté, ils ont aidé à mettre de la nourriture sur la table, dont un de mes frères qui s'appelle JB. Je suis très fier aujourd'hui quand je le regarde, quand je le vois de ce qu'il a fait pour cette famille. Heureusement qu'il a été là. Donc, moi, je fais partie des plus jeunes et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues, il y a beaucoup de choses qu'on m'a cachées pour que je puisse grandir et évoluer de la meilleure des manières. La réaction de ta famille, de tout ce petit monde qui prend soin de toi, la réaction de ta famille quand on voit qu'il y a un potentiel dans le foot, on commence à te parler d'un niveau intéressant, d'être repéré par des clubs conséquents. La réaction, c'est quoi? Encore une fois, j'en reviens à mon frère JB qui m'a accompagné dans mes débuts où je voulais aller à Clairefontaine, par exemple. J'ai fait tous les stages jusqu'à arriver au dernier et me faire recaler. Et mon frère, il a toujours été là avec une de mes tantes. À ce moment-là, on ne parlait pas vraiment d'être professionnel. Ensuite, mon papa et ma maman, tu connais, c'est des gens qui ont immigré de l'Afrique, qui sont arrivés en Europe et on leur fait croire et miroiter que les études, c'est la porte de sortie, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, quand il faut donner un peu d'argent pour aller au foot, mon père, ce n'est pas son problème, clairement. Tu vois, ce n'est pas son problème, clairement. Son problème numéro un, c'était de mettre de la nourriture sur la table, qu'il a réussi à faire. Mais il n'y avait pas énormément de place pour les extras. Et ma mère, elle, c'était il faut que tu ailles à l'école, même quand je séchais peut-être 6 heures de cours sur 8 par jour. Il faut que tu ailles à l'école, Donc, on a fait attention quand même à ce que j'aille à l'école et que je continue mon cursus. Je l'ai fait jusqu'à un certain moment où je ne pouvais plus pallier les deux parce que comme je n'avais pas été repéré par des centres de formation, donc ta question, elle me renvoie directement à ça, je n'ai pas été repéré par des centres de formation. Donc, toutes ces croyances et toutes ces choses qui peuvent venir dans la tête de la famille quand on voit un jeune qui est dans un centre de formation porter les cuissons d'un club et tout ça, et on le voit monter, il joue en national et puis de temps en temps, il va s'entraîner avec les pros. Chez moi, ça n'a pas existé. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'interférence entre ma famille et ma carrière. D'accord. Bon, rapidement, on va parler de ton actu un petit peu parce que depuis que tu as officiellement annoncé ta retraite, les gens ne savent pas forcément ce que tu fais. On t'a vu un peu consultant pendant la CAN. T'en es où là? Consultant, je ne m'appellerai pas un consultant, mais de temps en temps, j'y vais pour parler, débriefer un peu de l'actualité du football. Mais ce qui me passionne en ce moment, c'est tout simplement
3 choses que je fais. La première des choses, c'est que j'ai ouvert une société avec un ami à moi et un de mes partenaires pour un développement durable dans le football. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui porte l'accent principalement sur, enfin, pas principalement, mais le côté novateur de ce développement-là, c'est tout le côté cognitif et psychologique qui fait vachement défaut dans le football. On voit beaucoup de gens, encore une fois, récemment, il y a eu un jeune à City qui s'est suicidé à cause de problèmes. Il y a tous ces problèmes qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le racisme ou alors que ce soit même dans les médias de masse avec le fait de critiquer les joueurs constamment. Et j'ai l'impression que ça joue beaucoup sur l'estime des gens et que il y en a, ils arrivent à rentrer en dépression, il y en a, ils arrivent à sortir des réseaux sociaux à cause de certaines critiques de personnes qu'ils ne connaissent même pas, qui, ça se trouve, se retrouveront en phase 2 et puis leur demanderont une photo. Donc, j'essaye de faire tout ce côté psychologique, tout ce côté mental de manière à renforcer un peu les joueurs, pour la performance. Et si besoin, il y a certaines personnes qui sont là pour aller plus loin. Bon, voilà, c'est fini. Et franchement, tu es resté longtemps. Donc, Demba, merci beaucoup. Et vous, c'est fini pour l'interview d'aujourd'hui. Donc, merci à tous de soutenir Call Interview et on reste ensemble. On continue à kiffer le foot ensemble. Ciao.